Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Par le Peuple, l'émission citoyenne ouaskalienne au cœur des élections municipales. Comme vous le savez, les 20 et 27 septembre prochains auront lieu deux nouvelles élections à Ouaskal. À cette occasion, l'association ECAPI a décidé de renouveler l'opération Par le Peuple qu'elle a fait l'année dernière, mais cette fois-ci en vidéo. Durant 3 jours, nous rencontrerons les candidats à la mairie de Ouaskal qui auront accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous recevons l'équipe et la liste Génération Ouaskal avec Marie Guillot, accompagnée de Ingrid Gérez, c'est ça, et de monsieur... On prend le micro. Vincent Chouba. Avec moi, on a donc des citoyens également qui sont présents sur ce plateau et donc qui représenteront le peuple ouaskalien, qui vous poseront les questions lors de la 3e partie. Alors justement, je vais vous présenter un petit peu le programme de l'émission. En première partie, donc, qu'on a intitulé le candidat et la liste, ce sera l'occasion pour nous d'apprendre un peu plus sur le candidat, sur la liste. Donc vous nous présenterez un petit peu tout ça. En deuxième partie, intitulée un projet pour les Ouaskaliens, nous rentrerons un peu plus dans le vif du sujet. On voudra en savoir un peu plus sur le projet de Génération Ouaskal. Et en troisième partie, ce sera un échange avec les citoyens ouaskaliens qui se trouvent sur ce plateau. Ça vous va comme programme ? Parfait. Bon, très bien. On va commencer tout de suite par cette première partie. Disons-nous un peu plus sur vous, Marie Guillot, et puis sur votre liste. Parce que vous êtes en plus... Bonjour à tous et merci pour votre invitation. À titre personnel et au nom de tous les membres de Génération Ouaskal, on est content d'être là, même si l'exercice n'est pas forcément facile pour nous parce que nous sommes des habitants et pas habitués, mais bon voilà. En tout cas, on est content d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je me prénomme Marie, j'ai 39 ans, je suis originaire d'Amiens. Mes parents mon père travaille à la SNCF et ma maman aux impôts. J'ai quitté la ville d'Amiens pour mes études. Je suis arrivée à Lille en 2001 pour des études dans la finance, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes. J'ai donc enchaîné sur un travail dans un cabinet d'expertise comptable pendant 6 ans et aujourd'hui je suis adjointe au directeur administratif et financier d'une foncière lilloise. D'accord. On gère 200 immeubles et puis je m'occupe de toute la partie administrative, comptable. Et donc vous avez rejoint Ouaskal. Et donc nous sommes installés à Ouaskal avec mon mari en 2006 pour plusieurs raisons. La première parce que Ouaskal est au centre de la métropole lilloise et parce qu'elle offrait... Merci. Et parce qu'elle offrait des services adaptés à la vie de famille qu'on voulait mener. On n'avait pas encore d'enfants à l'époque, mais comme c'était un projet, on voulait vraiment s'installer là et pouvoir bénéficier des services proposés par la ville et surtout apporter aussi notre petite contribution. D'accord. Alors concernant votre liste et concernant Génération Ouaskal, la liste Génération Ouaskal n'était pas présente, je le rappelle, l'année dernière lors des dernières élections. Qu'est-ce qui vous a amené à construire cette liste ? Eh bien, il y a à peu près 1 an, on a été confrontés à des méthodes non concertées et un peu trop directes de l'équipe de l'ancienne municipalité concernant nos enfants. On n'était pas du tout destiné, je pense, chaque membre de Génération Ouaskal à faire de la politique. Mais quand on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait, on a commencé à assister aux conseils municipaux, on a commencé à regarder, à expertiser, et puis on a été consternés de la façon dont les choses se passaient dans la politique à Ouaskal. La méprise aux conseils municipaux nous a vraiment choqués, l'arrogance de la majorité et puis surtout des décisions catastrophiques pour la petite enfance, pour les aînés, et on s'est dit qu'en tant qu'habitants, on ne pouvait pas laisser passer. D'accord, et c'est ce qui vous a amené donc à la base, on a créé une association et l'annulation des élections se profilait. Et là, vraiment, la question de monter une liste pour les élections s'est posée. On a réfléchi parce qu'on n'allait pas se lancer dans tout ce parcours sans compétences, sans savoir si vraiment on pouvait briguer la municipalité, c'est-à-dire on ne voulait pas prendre en otage les habitants
juste dans l'opposition, et on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on pouvait être force de proposition pour la ville, et tout en communiquant, tout en allant vers les gens, on a vraiment senti cet élan, et on a aussi surtout senti un ras-le-bol de la politique et des habitants, un ras-le-bol pas de la politique, des politiciens, des manœuvres politiciennes. Vous parliez justement de votre liste et des compétences. Voilà, il y a des compétences dans votre liste. Via l'association, des gens sont venus vers nous et on a vu que les gens qui arrivaient, qui étaient motivés comme nous, avaient des compétences diverses. On a des cadres de santé, on a des chefs de projet, on a des gens qui sont issus de la finance, on a un urbaniste en collectivité locale. Et là, on s'est dit que vraiment on pouvait faire quelque chose et changer les choses. D'accord. Donc il y a quand même des compétences dans cette liste. Sinon, on n'y serait pas allé. Voilà, ok. Bon, c'est noté. Donc on en sait un peu plus sur la liste et sur vous. Peut-être quelque chose à rajouter? Non? C'est bon? Bon, très bien. Donc, je vais rajouter un petit truc en fait. C'est qu'à l'origine, c'est une association et l'engagement politique, il est né aussi de l'attitude des listes politiciennes en place. C'est-à-dire qu'on a quand même reçu, on a été étonné de certaines démarches, c'est-à-dire qu'il y a eu des volontés de récupération de certaines, on va dire, personnalités, notamment Marie, et on a été choqué par une forme de marchandage politique de certains, et on a décidé que ce marchandage devait cesser et on voulait un projet et pas uniquement, on va dire, se positionner sur des places. On va sûrement y revenir. Il y a une question qui porte là-dessus. La multiplicité des listes, forcément, ça peut inquiéter. Donc il y aura une question là-dessus. Alors on va passer directement à la deuxième partie. On a présenté Génération Wascal, la naissance de Génération Wascal. On en sait un peu plus sur vous, Marie, Guillaume. Et donc on va passer à la deuxième partie, qui est un projet pour les Wascaliens. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet de Génération Wascal, en tout cas les grandes lignes du projet, les grands thèmes du projet Génération Wascal? Alors le projet de Génération Wascal, à la base, c'est une grande page blanche. Parce que à la base, rassurez-nous. À la base. J'ai bien dit à la base, on est d'accord. À la base, c'est une grande page blanche parce que aucun des membres de Génération Wascal n'a vraiment participé à l'élaboration d'un programme, l'élaboration d'une campagne aussi. Donc on est vraiment parti de rien et on a vraiment dû tout faire en termes d'administratif, d'organisation et de programme, et ça a vraiment été un travail colossal. Alors juste une petite parenthèse, je voulais remercier un par un les 37 membres. Alors une liste c'est 35 personnes, mais finalement on est 37, même 38, et je voulais tous les remercier pour leur implication et leur dévotion, parce que sincèrement il y a un travail colossal qui a été fait en 2 mois, et je pense que sans eux, sans chacun d'eux, on ne serait jamais arrivé là. Et aujourd'hui on est un groupe, alors oui c'est moi la porte-parole, je ne l'ai pas forcément choisi initialement, mais aujourd'hui c'est moi la porte-parole, et je suis vraiment très fière d'appartenir à ce groupe. Comment ça s'est fait justement le choix de la porte-parole, justement, la tête de liste? Eh bien on était un jour en réunion, il a fallu décider de quelqu'un, et tous les regards se sont tournés vers moi. Alors que vraiment, c'était vraiment pas mon objectif. Prendre la parole comme ça aujourd'hui, c'est un nouvel exercice pour moi, mais bon, j'espère remplir ma mission. Voilà, mais ce sera peut-être le cas en fin de mois. Donc, peut-être justement. Prendre la parole. Je vous remercie d'ailleurs de me donner une petite répétition. On fait un petit test là. Donc voilà, non, c'était juste une parenthèse. Merci à chacun d'entre eux parce que vraiment, le travail accompli est phénoménal. Donc on est parti d'une page blanche et puis on avait des idées, on avait des convictions. Chacun est venu avec ses idées, ses convictions. On n'est ni de gauche ni de droite, on est juste venu avec notre bon sens, avec une envie pour Wascal de la redynamiser, de se la réapproprier, d'en faire une ville agréable pour les enfants, pour les gens qui y travaillent, même s'ils sont un peu moins là forcément dans la journée, pour les aînés. Et on a réfléchi dans ce sens et on a peaufiné ce programme en allant à la rencontre des habitants. C'est-à-dire qu'on voulait un programme, nous on n'a pas de parti derrière, donc on n'a pas un programme qui tombe tout fait, du moins avec les grands axes. Il a vraiment tout fallu faire, et ce programme remonte des habitants. Les idées directrices, on les avait, il y en a certaines qu'on a oubliées, il y en a d'autres qu'on a ajoutées à la demande des habitants. On a aussi voulu que chaque quartier soit représenté. C'est-à-dire que dans notre liste, il y a des gens d'un peu tous les quartiers pour qu'ils soient représentés au mieux à la mairie, qui soit enfin pour une fois entendu. Alors je sais que tout ça, ça a déjà été dit, voilà, c'est des paroles électoralistes, mais chez nous c'est la réalité, et tous les quartiers sont représentés dans notre liste.
et surtout dans notre programme. D'accord. Donc tous les quartiers, alors justement les grands axes, Alors, les grands axes de ce projet-là. C'est déjà un mieux vivre ensemble et un mieux vivre à Ouascal. C'est-à-dire qu'une ville sans association est un peu triste, un peu morte. On a besoin des associations. Ce qui s'est passé avec la ferme de Haut, on est vraiment consternés, c'est intolérable. Nous, chez Génération Ouascal, on est contre l'ingérence dans les associations. Certes, la mairie donne des subventions, un droit de regard sur les comptes. Moi, j'ai étudié personnellement les comptes de la ferme de Haut. Je peux vous dire qu'en termes de résultats, de bilan et de trésorerie, la ferme de Haut se sort très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, elle continue à pouvoir payer ses salariés alors qu'elle n'a obtenu qu'un tiers de sa subvention. Donc les comptes de la ferme de Haut sont clean, il n'y a aucun problème. Elle n'a malheureusement pas eu ses subventions. Dans leur statut, il y a des élus du conseil, il y a des élus qui doivent être présents au conseil d'administration. Un droit de regard peut-être, mais pas de l'ingérence. On y reviendra sûrement, hein, pas sûrement, on y reviendra donc sur cette question de la ferme de Haut. Donc une part importante du projet, de la vie associative. Donc vous continuerez à soutenir les associations et à développer les associations ouascaliennes. Évidemment. D'accord. Autre chose au niveau du projet ? Alors, il y a un point important chez Génération Ouascal, c'est évidemment les enfants, la petite enfance. Donc on a évidemment, et il était essentiel, la rentrée l'a prouvé. Hein, je pense que on a parlé de l'école Charles de Gaulle dans l'actualité récente, avec une rentrée délicate, avec des locaux qui ne sont pas adaptés, avec des problèmes de sécurité. Donc évidemment, pour Génération Ouascal, une priorité, c'est l'enfance. Si on s'intéresse à évidemment chaque écolier, il faut leur offrir des moyens de réussir, et pour leur permettre cette réussite, il faut sécuriser les bâtiments. C'est le premier travail, évidemment la première priorité. Mais il y a un autre aspect important et qui fait débat depuis plusieurs mois à Ouascal, c'est les TAP. Donc ces temps d'activité périscolaire. Là aussi, on a une action qui va être claire. Des TAP seront gratuits. Et surtout, on va commencer à répondre à une question. Voilà. Okay. Mais surtout, peut-être que la gratuité, on va pouvoir en reparler, mais ce qui compte beaucoup pour les parents et donc pour nous, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'actuellement, l'organisation, je parle d'organisation alors qu'en fait, il n'y en a pas véritablement, c'est qu'il faut clairement, par la concertation avec les animateurs, avec les enseignants, avec évidemment les parents et les élus, il faut établir un vrai programme pour ces TAP. Il faut par définition que ce programme soit régulièrement évalué pour l'améliorer en permanence. Et ça, c'est un engagement fort de notre part. Mais il y a aussi un point très important, c'est une demande, là aussi, simplement des animateurs. Ces animateurs ont besoin d'être régulièrement formés pour améliorer leurs compétences. Et là aussi, ce sera un point important pour nous que de pouvoir assurer la formation, donc l'amélioration de leur travail. Donc ça, c'est un point essentiel. Et si on reste sur la question de l'école, là aussi, une autre question qui est importante, c'est qu'un enfant doit pouvoir avoir une pause méridienne de qualité, donc avoir une restauration de qualité. Et ce n'est pas forcément le cas actuellement. Donc pour nous, en plus, je veux dire, là aussi, c'est l'actualité, puisqu'en décembre, on va devoir renégocier un nouveau contrat de restauration. Et pour nous, il est nécessaire de le renégocier avec, on va dire, un double objectif, une qualité supérieure. Et on parlera sans doute de l'introduction de l'alimentation bio pour les enfants. Et puis un deuxième élément qui a fait débat, c'est des tarifs qui doivent être équitables, qui doivent être justes. Et on va réintroduire évidemment une nouvelle grille pour rendre ces choses équitables. Si on reste sur le thème des enfants, évidemment, avant la scolarisation, se pose la question de la petite enfance. Là aussi, beaucoup d'interrogations chez les parents. Notre objectif, il est très très simple. Il y a 3 axes auxquels on va s'atteler. C'est qu'il va falloir améliorer la qualité d'accueil dans les crèches. Alors, améliorer la qualité d'accueil dans les crèches, c'est aussi optimiser les locaux et le personnel, mais c'est également aussi donner des moyens au quotidien, parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'au quotidien, parfois, des responsables de crèches devaient financer elles-mêmes des achats de matériel. C'est juste inconcevable et on va l'intégrer évidemment dans les budgets. Donc ça, c'est un fait. Deuxième chose, notre retour avec les habitants a montré que parfois certains s'interrogeaient sur pourquoi moi, alors que j'ai inscrit mon enfant en crèche, mon enfant n'est pas en crèche. Il faut donc établir clairement et dès demain des procédures qui sont claires, équitables et justes pour chacun. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel pour nous que de pouvoir garantir à chaque Ouascalien, on va dire, une transparence sur les modes d'attribution des places en crèche. Et puis, évidemment, la crèche n'est pas le seul mode d'accueil.
Et donc on veut travailler également avec nos assistantes maternelles qui sont nombreuses et qui sont compétentes, mais on veut leur donner des outils efficaces pour pouvoir justement faire connaître leurs compétences. On va proposer une page interactive sur le site de la mairie où les assistantes maternelles pourront actualiser leur place disponible et les parents wascaliens pourront quasiment automatiquement savoir quelle assistante maternelle dans leur quartier est disponible pourra la contacter. Enfin, dernier point, dès qu'un projet de MAM, donc de maison d'assistance maternelle, se créera à Ouascal avec, on va dire, une valeur ajoutée, une méthode particulière, un accueil d'enfants en situation de handicap ou du bilinguisme, évidemment, nous l'accompagnerons. Donc pour nous, c'est quelque chose de très très important. D'accord. Donc déjà 2 points déjà bien définis. Les associations de la petite enfance et l'enfance. Quelque chose à rajouter La tranquillité. La tranquillité, d'accord. Tranquillité, quelle tranquillité? Sociale? La tranquillité en général. Apaiser un peu le climat. Apaiser le climat. D'accord. On ne parle pas de sécurité, on va parler de tranquillité. Parce que la sécurité fait peur. C'est aussi psychologique. On ne dit pas qu'elle n'existe pas, mais on veut déjà apaiser, ne serait-ce que par le discours. On sait qu'à Ouascal, le nombre de délits est monté en flèche. Et nous comptons bien prendre des mesures pour enrayer tout ça. Ça va se faire sur 3 axes. Le premier axe, c'est remettre en place de la médiation. C'est-à-dire qu'on va travailler en amont. Le tout, c'est de ne pas arriver à ce que les délits arrivent, mais faire en sorte de travailler en amont pour qu'ils n'arrivent plus. Le deuxième axe, on ne va pas proposer la police municipale chez Génération Ouascal parce que la police municipale... Il y a de l'argent apparemment. Comment ? Il y a de l'argent apparemment. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent apparemment dans les caisses. Donc il y a la possibilité de faire une police municipale qui coûterait, alors d'après 550 000 euros. C'est 550 000, voilà. 550 000 euros. 500 000 pourtant, euros, ouais. S'il y a de l'argent, il y a 1 an, on nous a dit qu'on allait être mis sous tutelle. Alors comment aujourd'hui on dire y qu'il y a de l'argent dans les caisses aussi. de l'État, dans les caisses de la mairie? Je pense que c'est... Bon, en tout cas, pas de police municipale. Pas de police municipale pour 2 D'accord. raisons. Parce que d'une, ça coûte cher, on n'en a pas les moyens. Et parce que dans tous les cas, ça ne relève pas de la compétence de la police municipale de régler ces délits-là. Le troisième point, c'est qu'on estime qu'il faut de la présence humaine et sur la base du volontariat, dans les salariés de la mairie, et base de volontariat et de formation, on va instaurer des patrouilles de jour et de nuit. Il faut absolument de la présence sur le terrain et les ASVP ont la compétence pour ça. D'accord. Et dernier point, il y en avait 4 au final. Oui. Et dernier point, on va renégocier largement pour que la police nationale... Pour que la police nationale réponde aux problèmes justement de délit, la seule compétente et la seule habilité à répondre à cette question, c'est la police nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux Ouascaliens qu'une police municipale, vous parliez de 500 000 euros tout à l'heure, j'entends ce chiffre, sauf qu'on ne vous donne jamais les effectifs. 500 000 euros, c'est pour 2 agents sur le terrain en permanence. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 agents sur le terrain ? Dans une ville de la taille de Ouascal, on ne fait strictement rien. Marie l'a bien dit, on peut faire avec plus de personnes sur le terrain grâce aux ASVP qui auront des compétences identiques. Par contre, l'interpellation, la lutte contre les délits, c'est la police nationale. Donc notre action, clairement, c'est tout simplement d'utiliser notre on va dire levier d'action, c'est-à-dire de maire et d'équipe municipale, et d'aller voir les forces évidemment de l'ordre national pour obtenir que notre commissariat redevienne un vrai commissariat et qu'on obtienne évidemment des rondes, là aussi de jour comme de nuit, pour cette fois-ci lutter contre les délits. C'est clair pour nous, on a une prévention des délits, médiation, ASVP sur le terrain, on a une protection assurée par la police nationale et on renégociera pied à pied pour obtenir des moyens supplémentaires. Et enfin, il y a évidemment un travail d'insertion. Comme Marie l'a bien dit, il faut travailler en amont, il faut lutter contre le désœuvrement, il faut lutter évidemment contre le décrochage scolaire, il faut offrir des activités qui évidemment permettront de ramener cette tranquillité. Voilà pourquoi le mot est important, c'est de la tranquillité à rendre aux Ouascaliens. C'est noté. Donc pour le programme, les Ouascaliens qui souhaitent voir le programme, la totalité du programme, il sera disponible la semaine prochaine, c'est ça ? Exactement. Voilà, donc, dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà, et sur le site de Génération Ouascal, je suppose aussi. Voilà, donc vous pourrez aller voir en même temps que vous verrez l'enregistrement de cette émission. Je vous invite. D'ailleurs, on pourra peut-être le mettre aussi, comme on l'a fait l'année dernière avec la web radio, mettre le programme en ligne juste en dessous de la vidéo. Donc voilà. Donc on va passer, si vous voulez bien, à la 3e partie, qu'on a intitulée les questions du peuple.
Donc on passe à la troisième partie, les questions du peuple. Donc cette fois-ci, ce sont les Ouaskaliens, les citoyens en face de vous qui vont vous poser les questions. Qui commence ? Salem. Donc bonjour, Salem. Bonjour. Donc, un début à tout, également, comme vous. La première question sera de savoir quel bilan faites-vous de la politique menée sur la commune ces 20 dernières années ? Et également, le fait d'être néophyte sur la scène politique, est-ce que cela pourrait porter préjudice à votre élection ? Le bilan des 20 dernières années. Oui, parce qu'on ne va pas revenir sur le mandat de Stéphanie. Parce qu'il y a quand même eu un préalable avant. Après. Non, mais on va parler justement parce que la naissance de Génération Ouaskal, c'est aussi les 15 mois voilà. Donc on peut faire justement. Voilà, on va faire les 20. On va faire les tranquillement les 20 ans. Sur les 20 ans, voilà, et rapidement, on va dire. Donc sur les 20 ans, je crois que ce qui est très, très important pour nous, c'est de savoir que finalement, en 20 ans, la ville de Ouaskal a aussi améliorer, on va dire, son cadre de vie. Ça, il est hors de question de dire que ça fait 20 ans que le cadre de vie se dégrade à Ouaskal, c'est pas vrai. Il y a eu une politique qui a été menée pendant 20 ans qui a porté des fruits importants sur le terrain associatif, sur les infrastructures, ça c'est certain. Malheureusement, là je prends une sorte d'échelle longue, c'est les 20 ans. Malheureusement, il y a eu une dégradation, alors pas sur forcément que les 15 derniers mois, je dirais peut-être sur les 6 à 7 dernières années. Et on a vraiment l'impression que malheureusement, ça fait 6 ou 7 ans que la dégradation s'est opérée. Alors elle s'est opérée dans, on va dire, plusieurs aspects, plusieurs domaines. C'est qu'on ne peut que regretter justement, le mot est peut-être fort, mais certaines dérives dans les pratiques politiciennes qui ont été mises en place. Nous, on veut de la transparence et on souhaite, comme tout Ouaskalien, qu'il y ait de l'éthique en tout, en politique. Et j'ai l'impression que c'est, on va dire, 6 à 7 dernières années, il a manqué un peu d'éthique, on va dire, à Ouaskal. Après, je suis désolé, mais il faut que je revienne aussi sur les 15 derniers mois, puisque les choses ont aussi changé ces 15 derniers mois. Alors, ces 15 derniers mois, ce qui nous a choqués, c'est aussi la façon de faire de la politique. C'est-à-dire que, je le répète, nous, ce sont des actions concrètes, réfléchies, concertées. On ne va pas vous sortir des slogans pour faire plaisir et des promesses intenables. Or, malheureusement, il y a 15 mois, on a lancé beaucoup de promesses intenables qui sont en complet décalage avec une réalité justement sur le terrain. On nous a fait des promesses fiscales qui finalement ne s'avèrent pas effectives. Et puis, à contrario, on est en train d'assister à une dégradation assez forte. On l'a dit et Marie l'a assez répété dans de nombreux domaines qui étaient les points forts pour Ouaskal. Le tissu associatif est fragilisé et ça, c'est un vrai problème. L'école est fragilisée, c'est un vrai problème. Et si on a un bilan à tirer, c'est ça. Une mauvaise gouvernance depuis 6 à 7 ans et là aussi depuis 15 derniers mois. Et puis des décisions qui sont, on va dire, dangereuses, inefficaces, contre-productives pour les Ouaskaliens. Et pour rebondir sur ce que dit Vincent, c'est pour que des habitants en viennent à créer une association, puis ensuite à monter une liste, par ce ras-le-bol, on se retrousse les manches, on se motive, on s'implique, on donne tout ce qu'on a, c'est que vraiment, ils ont dépassé les bornes. Voilà. Une autre question ? Oui, je veux bien. Alors moi, j'aimerais revenir donc sur la multiplicité des listes. Effectivement, il y a beaucoup de listes. Donc la vôtre, ça rajoute en tout cas à celle existante d'il y a 15 mois. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez voulu créer votre liste parce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans les valeurs des autres listes ? Est-ce que justement vous avez tenté de rejoindre les autres listes ? On va tout vous expliquer. Avant même de savoir qu'on allait nous-mêmes monter une liste, on a été abordés, on a été approchés par les équipes opposantes. Ça a commencé au mois de mars. Par qui ? On ne va pas faire de délation aujourd'hui. Plusieurs groupes. À aucun moment, ces gens-là ne se sont intéressés à ce qu'on avait comme idée, ce qu'on avait dans la tête, de nos convictions, de notre détermination. On est même allé jusqu'à nous dire, vous êtes 4 filles, il manque de femmes en politique, vous allez être bien passées sur les photos, vous allez faire 5%, on vous veut. Le rendez-vous a duré 1 heure, on n'a pas ouvert la bouche. Si aujourd'hui, la place de la femme en 2015, c'est de mettre sa tête sur une photo et sans savoir un seul instant ce qu'on a dans la tête et nos idées, l'union n'était pas possible. Nous n'étions absolument pas contre une liste d'union, mais une liste d'union totale. C'est-à-dire que tout parti politique confondu,
uniquement pour Ouascal et uniquement pour les habitants, nous n'étions pas contre. Une liste d'union sans exclure une personne ou deux. Une vraie liste d'union. Quand on a vu que ça, c'était pas possible, à cause d'ego politique, à cause de carrière, juste à cause de caractère des politiciens, on a décidé d'y aller seul. Mais ce n'était pas notre but à la base. D'accord, donc si je comprends bien, dans le cas où vous seriez élu au second tour, vous n'envisagez pas d'alliance avec d'autres listes? Alors là, justement, on n'a pas beaucoup de débats, on n'a pas beaucoup d'idées qui divergent dans le groupe, mais là, c'en est une. On s'est posé la question, nous y avons réfléchi tous ensemble, on n'est pas tous d'accord. Vous On êtes y encore en réfléchira réflexion. en temps voulu. Ok. Voilà. On attendra le soir du premier tour pour Voilà. voir un petit peu On déjà a les déjà scores. ce et travail puis, en ce moment voilà. sans pour autant Bon, se projeter très bien. au 21 septembre. Une autre question? Oui, alors j'entendais tout à l'heure que vous disiez une baisse d'impôts qui finalement n'était pas respectée, on va dire. Je vois aujourd'hui le tract justement de Stéphanie Ducré sur lequel elle insiste en disant moins 3% sur le taux communal. Le taux. Le taux communal. Le taux. Mais je pense que c'est ce qui a été dit dès le départ. Ça n'a pas été entendu, ou ça a été dit délicatement, mais voilà, depuis le départ, c'est vrai qu'on parle du taux communal, puisqu'on ne peut pas baisser la part imposable de l'État. Ça, c'est pas possible. La base, voilà. On est d'accord. Donc ça, c'était ma première question. Et sur la seconde question que j'avais à vous poser, puisque vous parliez tout à l'heure des associations, nous avons, donc je prends également le programme, hein. Nous avons mis fin aux ingérences. Alors, dans la vie associative, les élus ne sont plus présidents d'associations. Président d'association. Voilà. Qu'est-ce que cette phrase dit pour Membre vous? du conseil d'administration. Tout est sur les mots. Tout se joue sur les mots. Que ce soit pour les impôts, dans ce tract, il est parlé de la baisse d'impôts. Certes, le pourcentage a baissé, mais la base a augmenté. Donc finalement, pour l'habitant, c'est presque même des fois une augmentation d'impôts. C'est jouer sur les mots. Ça, c'est de la politique politicienne. Nous, chez Génération Ouascal, c'est hors de question. Effectivement, peut-être qu'il n'y a plus de président d'association, mais membre du conseil d'administration, oui. Et ça, c'est aussi de l'ingérence. Cette phrase est fausse. Cette phrase, c'est un mensonge. Juste sur les impôts, je voudrais juste revenir sur un élément. Un projet, ça se lit d'une façon globale. Enfin, je pense que les Ouascaliens cherchent à lire la proposition. Je voudrais juste, moi, vous poser une question. C'est comment fait-on pour entamer une baisse des impôts tout en promettant des éléments qui, nous, on l'a précisé, ne sont pas adaptés, on pense à la police municipale, qui seront des coûts supplémentaires. Il faut aussi être cohérent quand on met un projet politique, et face à nous, il y a, on va dire, un manque de cohérence. On nous promet moins d'impôts, et on nous promet plus d'éléments qui vont avoir un coût. Il est inimaginable, impensable, si on est véritablement quelqu'un qui veut diriger une ville de 20 000 habitants, que de dire, vous allez avoir moins d'impôts, mais vous allez avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez une police municipale, on vous donnera une police municipale. Vous allez avoir des caméras, on vous mettra des caméras. Les estimations pour des caméras cohérentes, c'est 1,2 million d'euros. Pour avoir 2 agents, je le répète, 2 policiers municipaux, c'est 550 millions d'euros. 1 700 000 euros à trouver sur un budget de 31 millions d'euros, et on vous dit moins d'impôts. Moi, je trouve que c'est une équation qui est insoluble, et c'est donc mentir aux Ouascaliens. À Génération Ouascal, on ne ment pas. On maîtrise une fiscalité, mais on ne peut pas dire on vous baissera alors qu'on va augmenter nos dépenses. Avec un désengagement de l'État de 1,1 million sur 2 ans. On est d'accord. Alors, en ce qui concerne donc la baisse des subventions, vous avez dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne la baisse des subventions pour la ferme de Haut, donc selon vous, ils s'en sortent très bien, ils parviennent à payer leurs salariés, les comptes sont clean. C'est ce que vous avez dit? Non, pas du tout. Madame Ducré a remis en cause la façon de gérer les comptes de la ferme de Haut. Ils n'ont obtenu que 30% de leurs subventions. Et malgré tout, ils vont tenir jusqu'à fin septembre. Fin septembre, c'est vraiment la dernière limite. Pensez-vous qu'une association qui vraiment gère mal puisse, sans la subvention allouée, réussisse à tenir 4 mois supplémentaires? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, la gestion, même si c'est plus une expression du Code civil maintenant, mais la ferme de Haut gère en bon père de famille.
Et juste un petit rajout, c'est que pendant que l'équipe qui a été en place pendant 15 mois a supprimé ses subventions, on a des organismes nationaux, je pense à la Caisse d'allocation familiale, qui, elle, a maintenu son financement parce qu'elle juge que le travail qui est réalisé est efficace. Il est juste, là aussi, incompréhensible de voir que les gens qui veulent diriger une ville de 20 000 habitants, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur absence dans un conseil d'administration, puissent fermer le robinet municipal dans un projet qui tient la route, qui est jugé comme très efficace, pédagogique et, on va dire, accessible à de nombreux habitants. Donc là aussi, il faut être cohérent. Quand une association a un projet qui est efficace, qui est concret, une équipe municipale qui est cohérente doit la soutenir par un budget adapté. Donc c'est évidemment ce qu'on décidera de faire. À chaque projet qui nous sera proposé, il sera clairement analysé et on pourra trouver une subvention adaptée. Donc si vous êtes élu en fin de mois, vous ferez confiance, vous continuerez à faire confiance à l'association qui gère le bâtiment municipal Ferme de Haut depuis maintenant 33 ans. Bien sûr. La mairie donne des subventions, évidemment qu'on aura un droit de regard sur les comptes et ça sera très bien étudié, mais comme pour toutes les associations de Wascal et pas forcément la Ferme de Haut, on continuera à les aider. Comme dit Vincent, un projet égale une subvention adaptée, mais plus d'ingérence. Ok. Justement, les dépenses des collectivités locales vont baisser ou doivent baisser. Souhaitez-vous que votre commune participe à cet effort pendant votre mandature ? Le but, c'est que les Wascaliens ne se rendent pas compte de cette baisse de dotation et c'est justement à nous de trouver les solutions. On va, en termes dans la commission finance, le but c'est vraiment de renégocier les emprunts parce que c'est des emprunts qui datent d'un petit moment, les taux sont renégociables, le but c'est de le faire pour que les charges d'intérêt soient moindres pour la ville. Il va falloir aussi une réorganisation certainement dans le personnel pour que chaque personne puisse s'épanouir dans son travail, redonner à chaque personne sa place. Évidemment, on a 1,1 million d'euros, on va dire, qui va manquer dans les 2 ans à venir pour Wascal. Nous, l'objectif, c'est de parvenir à une compensation de cette perte. Alors, comment y parvenir ? Évidemment, ça passe d'abord par renégocier notre dette. On a des prêts qui vont arriver à échéance, on va pouvoir renégocier certains taux, donc on va de fait presque mécaniquement baisser le coût de remboursement des prêts pour la mairie. Ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet qui est évident, c'est une politique globale de réduction des coûts. Alors quand on parle de politique globale de réduction des coûts, c'est quelque chose qui est multiple, qui va être présent partout dans la ville. Je vais commencer par le symbole. Le symbole, c'est que par définition, on peut faire des économies auprès des élus. Et on fera des économies auprès des élus. J'imagine que cette question, vous l'aviez prévue également, ça paraît logique, c'est une question que tous les Wascaliens se posent et que les habitants nous posent immédiatement quand on fait le porte-à-porte. Nous sommes une ville de 20 000 habitants, il faut que les indemnités de l'équipe municipale correspondent à la moyenne nationale des villes de 20 000 habitants. L'engagement, il est clair, on sera pile poil dans la moyenne des villes de taille équivalente et ça fera donc des économies. Je vous garantis que sur une ville de la taille de Wascal, se mettre dans la moyenne, ça aurait permis l'an dernier de parfois, si on fait des choix, on aurait pu garder du personnel pour la petite enfance. Et on aurait évité des sacrés désordres l'an dernier. Donc ça, c'est une première chose. Quand je parle de réduction globale des coûts, ça passe évidemment par des réductions de frais de fonctionnement pour la mairie. Alors c'est des choses un petit peu complexes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut parler de réduction des frais de fluide, etc. etc. Honnêtement, c'est un peu compliqué, mais tout ça est possible et réalisable. On peut optimiser les locaux sans difficulté. Ça, c'est une évidence. Donc voilà ce que c'est la politique globale de réduction des coûts. On a un parc automobile municipal qui est, on va dire, qui ne correspond pas à une ville de 20 000 habitants. Bon, quand il s'agit de remplacer les véhicules, eh bien, on ne les remplacera pas puisqu'on n'en a pas forcément besoin. Donc ça aussi, ça permet de baisser. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est on a des services municipaux et on s'appuiera sur ces services municipaux. C'est ça aussi la concertation. On va travailler avec les habitants, on va travailler aussi avec les services municipaux. Mais une ville, ça évolue avec des besoins nouveaux. Alors ces besoins nouveaux nécessitent que l'on rééquilibre les effectifs. C'est-à-dire que quand on a un service nouveau, eh bien, je pense, et nous pensons tous ici, qu'on peut, par la formation, eh bien, créer des services nouveaux sans recrutement supplémentaire. Eh bien, par définition, ça fait baisser les coûts. Donc voilà comment on s'engage, nous, à ces 500 000 euros, 550 000 euros l'an prochain. Eh bien, on peut obtenir donc une sorte de compensation qui fait que les Wascaliens ne vont pas, on va dire, voir, entre guillemets, la différence. Voilà la façon pour nous de mener de la politique pour Wascal. Juste sur le coût des formations, mais si les formations ont un coût. Alors, les formations ont un coût, mais par définition, quand on gère une mairie,
on gère aussi une entreprise. Si on veut un personnel efficace, il faut que ce personnel soit formé. Et la formation doit être intégrée on va dire, dans un plan de carrière d'un individu. Un individu ne sera efficace que s'il a un plan de formation, parce qu'il a des projections de carrière. Si c'est pour faire la même chose pendant 30 ans, il perdra sa motivation et il travaillera moins. Si on lui offre des perspectives de carrière, si on l'adapte en plus aux nouveaux besoins de la municipalité, par définition, ce coût, il est finalement inférieur à ce que ça va apporter à la municipalité et aux habitants. Alors j'entends bien le fait de pouvoir, on va dire, muter des personnes d'un endroit à un autre au sein de la mairie. Jusqu'à présent, je disais, en 2014, suppression de 70 postes. Aujourd'hui, sur le programme, c'est 89 postes. Pensez-vous qu'il y ait encore, d'une part, la place pour que des personnes soient mutées sur un autre poste? Donc ça veut dire qu'on aurait encore trop de personnel à la mairie de Ouascal. Et d'autre part, est-ce que cela, dans votre idée, va continuer? Et quelle sera votre politique concernant justement ce personnel municipal? Continuer à dégraisser ou Alors c'est ce que je viens d'expliquer, donc je vais être le plus pédagogue possible, recommencer sur ça, c'est que annoncer le non-remplacement des départs en retraite systématique. On a connu ça parfois sur le plan national, c'est ce qu'on est en train de vivre sur le plan municipal. C'est comme ça qu'on annonce des chiffres, évidemment, pour les années à venir. Là aussi, c'est manquer de vision d'ensemble. C'est-à-dire que peut-être que dans certains services, on peut faire avec moins de personnel. Et peut-être qu'en moment d'un départ en retraite, certains services peuvent continuer avec un personnel moins important. Mais ce n'est pas le cas de tous les services. Il y a des services qui nécessiteront par définition qu'un départ en retraite soit remplacé par un recrutement. Donc il s'agit d'avoir juste une politique équilibrée. Quand c'est nécessaire et que nous pourrons le faire, ça sera fait. Quand les besoins sont là, nous recruterons. C'est aussi une vie d'une commune comme d'une entreprise. On a besoin aussi de remplacer le personnel quand il part. Ça paraît naturel. À titre d'exemple, cette année, sont allés faire les cantines du personnel qui n'était pas dédié à ça initialement. Donc, tailler dans les effectifs pour arriver à cette conclusion-là, on ne voit vraiment pas l'intérêt. Il faut vraiment réorganiser et ça sera aussi sur la base du volontariat, bien évidemment. On va revenir sur un autre point, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, les TAP. Est-ce que vous comptez, vous l'avez dit, la gratuité sur les TAP, donc dès si vous êtes élu, la première année, sur tout le mandat, comment ça va se passer? Chez Génération Ouascal, nous pensons qu'il faille vraiment travailler dès le 28 septembre sur les TAP. Il faut vraiment que ça aille très vite. Il faut que les enfants aient des TAP de qualité très très vite. Donc ça va être le premier dossier traité en urgence. Donc des temps d'activité périscolaire gratuits et de qualité. Gratuits et de qualité. D'accord. Donc pour cela, est-ce que vous envisagez faire des partenariats avec les centres sociaux de la ville et les associations? Parce que, bien sûr. On a besoin de tout le monde, on aura besoin de gens avec des compétences, on aura besoin des habitants, on aura besoin des aînés pour faire de l'intergénérationnel, on aura besoin des centres sociaux, des associations. Tout le monde devra se mobiliser parce que je pense que tout le monde est sensible et que l'enfant, c'est l'avenir. On en a vraiment. Aujourd'hui, Ouascal, les gens sont venus s'installer à Ouascal pour que leurs enfants s'épanouissent. C'est le cœur de vie de la ville et il faut vraiment faire quelque chose. Dans le cadre du porte-à-porte, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes très compétentes et surtout très motivées. L'effet Génération Ouascal fait boule de neige. Tout le monde a envie de se retrousser les manches, de s'impliquer pour sa ville. Tout le monde a envie de faire quelque chose pour sa ville. Et ça en fait partie. D'accord, oui, mais c'est sûr que je ne doute pas qu'il y a des bonnes volontés à Ouascal, mais je pense tout de même que les compétences, justement, ça demande, ça a un coût. Notamment le partenariat avec les associations, les conventions qui pourraient être signées, etc. Ça demande de l'argent. Oui, mais alors, vous parlez de coûts. Moi, je parlais tout à l'heure, on a des animateurs qui sont en place. Cet animateur, par définition, le coût est là, il est présent. Si vous voulez simplement améliorer ces TAP, si vous n'intégrez pas cette fameuse formation, vous n'améliorez rien. Donc uniquement si vous formez des animateurs, rien que par cette formation nécessaire, l'amélioration, elle arrivera. Évidemment que si on s'appuie sur le tissu associatif, eh bien, ça s'intégrera dans les projets du tissu associatif. Et comme on l'a répété à plusieurs reprises, quand vous avez un projet, on adapte la subvention. Donc évidemment, les associations qui vont faire des efforts pour rendre ces TAP de qualité, eh bien,
par définition, leur budget sera adapté à des compétences qui seront nouvelles. Donc, on adaptera ça. Mais, et je l'ai dit, un projet. Si une association n'a pas de projet, il n'y aura pas une subvention qui arrivera toute seule. Effectivement, je comprends bien que voilà, à ce niveau-là, je vous rejoins. Maintenant, en ce qui concerne la formation des animateurs, effectivement, c'est primordial, parce que pour éviter justement ce qui se passe actuellement au TAP, que ce soit des activités occupationnelles comme de la garderie. Maintenant, voilà, moi qui connais bien ce milieu-là, je sais très bien que les contrats qui sont proposés à ces animateurs sont des contrats précaires. Et du coup, ces animateurs lâchent très vite le contrat pour aller trouver un autre. Donc, si c'est pour payer des formations à des animateurs pour qu'ils aillent ailleurs ensuite, voilà, je pense que... Mais s'ils se sentent bien dans leur travail, s'ils sont formés et qu'ils ont vraiment envie avec nous de réformer tout ce système, il n'y a aucune raison qu'ils partent ailleurs après. Après, ça reste que quelques heures dans la journée, les TAP, c'est quoi? Oui, c'est 2 peut-être, heures. Mais... Voilà, non, moi je pense qu'il faudrait, effectivement, essayer de pérenniser les contrats, d'essayer de trouver une continuité justement entre la pause méridienne et justement les TAP en fin de journée. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Alors, vous parlez de pérenniser les contrats, forcément c'est des choses qu'on entend. Comme vous l'avez dit, on est nouveau en politique. Donc, moi personnellement, les comptes de la mairie, j'y ai étrangement pas accès. Je ne connais pas les coûts, je ne connais pas les contrats, je ne connais pas l'organisation. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur ce point-là. Je serais ravi de pouvoir le faire, mais je ne pourrai le faire que si, je l'espère, les Ouaskaliens choisissent le projet Génération Ouaskal. Et dès qu'on aura les informations, on pourra trouver des réponses concrètes. Mais ces réponses concrètes, je le répète, elles seront à trouver avec tous les partenaires. Et vous avez parlé du tissu associatif, c'est une évidence. Mais je le répète, les partenaires, c'est le tissu associatif, ce sont les animateurs, ce sont les enseignants. Parce que les enseignants sont vraiment partie prenante, et actuellement ce n'est pas le cas. Ce sont les parents qui ont aussi des idées à donner, et puis c'est aussi les élus qui ont aussi à rappeler à chacun qu'il y a une organisation, qu'il y a des contraintes, et qu'on doit faire avec cette organisation et cette contrainte. Donc j'insiste sur cette notion de partenariat multiple. Effectivement, il faut une continuité éducative. Alors, je voudrais revenir juste 2 petites secondes, c'est vrai qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais sur la ferme de Haut. Vous disiez que les comptes étaient clean, que tout allait bien, en tout cas tout allait bien. Jusqu'à fin septembre, les salaires étaient payés. Oui. Voilà. Vous rentrez à la place de la municipalité en place à compter du 29 septembre. Quel est votre premier engagement aujourd'hui pour les Ouaskaliens et pour la ferme de Haut que vous ferez vis-à-vis de la ferme de Haut, justement? Le premier engagement factuel, je ne peux pas vous le donner. En tout cas, on fera tout et la ferme de Haut ne fermera pas. Comment les aider dès le 29 septembre, je ne sais pas. Ça sera peut-être le 30, le 1er octobre. Mais dans tous les cas, la ferme de Haut ne fermera pas, si nous sommes élus. Après, voilà, c'est vrai que la ferme de Haut est peut-être dans un état critique, mais ce n'est pas la seule association. Voilà, il y a d'autres associations qui ont perdu du personnel municipal qui avait été mis à l'époque, peut-être illégalement, mais au service des associations. On pense au Capro Sport Ouaskal, on pense à d'autres associations qui sont dans cette situation-là. Que pensez-vous faire aussi également pour aider ces associations-là qui ont perdu du personnel et qui démarrent leur activité, leur saison sans ce personnel et avec beaucoup d'interrogations? Alors, une nouvelle fois, je parlais tout à l'heure de promesses insensées, intenables. Quand on rentre le 28, je peux pas, et personne ne peut, ceux qui le font en tout cas, je ne vais pas le dire, mais prennent des engagements qu'ils ne pourront pas tenir, comme ça j'ai trouvé une formule qui pourra fonctionner. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un engagement qui a été décidé par l'ensemble de l'équipe de Génération Ouaskal. C'est-à-dire que tous les projets seront étudiés sur la base de critères tous identiques. Nombre d'adhérents, compte financier, coût moyen de fonctionnement, adhésion, intérêt pour la population, intérêt pédagogique. Donc on va vraiment mettre en place une grille claire qui va permettre d'adapter une subvention pour chaque association. Alors, ça, c'est le seul engagement. On est juste désolé d'avance pour les associations parce qu'elles ont déjà fait ça l'année dernière. Il va falloir qu'elles recommencent, mais je pense que ça sera fait dans de meilleures conditions et qu'elles seront entendues et que tous les critères seront respectés et qu'on n'appliquera pas le moins 5% arbitrairement à tout le monde. Juste une question sur les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Les partenaires de l'opposition aussi? Même celles qui ne tiennent pas leurs engagements? Ils sont habitants aussi. D'accord. Il y a juste quelque chose qui est important, c'est que moi, personnellement, en tant que citoyen, de fait, je n'ai jamais participé à un conseil municipal.
en tant qu'acteur. Spectateur, mais en tant qu'acteur, non. Par contre, ceux à Ouascal m'ont choqué par leur modalité. C'est-à-dire, pour moi, un conseil municipal, ce n'est pas un théâtre d'affrontement, c'est un théâtre de construction. Des bonnes idées, il y en a partout. Nous ne revendiquons pas ici toutes les bonnes idées. Et par définition, le conseil municipal, ça va être le lieu d'échange d'idées. Et ce n'est pas parce qu'une idée vient de ce qu'on appellerait l'opposition que nous, en tant qu'équipe municipale, si nous sommes choisis par les Ouascaliens, nous allons balayer, on va dire d'un geste, cette proposition. Tout ce qui vient de tous les partenaires, si c'est constructif pour la mairie, bien sûr que ça sera intégré. Donc on va discuter avec tout le monde. Et le principe d'un conseil municipal, c'est un échange. Nous transférons les dossiers à l'avance, tous les groupes pourront réfléchir au projet et tous les groupes seront là pour proposer des choses, des améliorations à ce que nous allons proposer. Nous ne croyons pas à l'omniscience d'une équipe municipale. C'est pas parce qu'on a 20 personnes, 25 personnes, que ces 25 personnes, parce qu'ils sont élus, à Ouascal en plus je vous rappelle qu'ils ne sont pas élus à 50%, puisqu'on a eu le droit à une quadrangulaire, c'est pas parce que ces gens ont 25, 26, 27% qu'ils ont forcément toutes les meilleures idées. Donc par définition, il se doit, et nous devons, de partager avec tous, et ce tous, c'est évidemment toutes les forces d'opposition. Juste pour revenir sur la ferme des Hauts, si vous me le permettez. Il y a plus d'un mois, on a rencontré une personne qui n'habite pas Ouascal, mais qui est très intéressée par la ferme des Hauts et son environnement, la plaine de jeu. Il est venu nous voir, chez Génération Ouascal, à une de nos réunions hebdomadaires, si nous n'avons qu'une par semaine déjà, mais bon, bref, hebdomadaire, et nous a présenté son projet. Il allait aller voir toutes les listes, chaque liste. On l'a stoppé. On a entendu son il est venu vous voir en premier. Ouais. D'accord. Parce qu'on avait aidé la ferme de Haut, initialement. C'est pour ça qu'il nous a... Voilà. Et il nous a dit qu'il allait aller voir toutes les listes pour proposer son projet. On l'a stoppé. On lui a dit que nous n'allions pas faire de récupération de son projet. Que s'il allait voir les autres listes, ça allait être le cas. C'est un projet fabuleux pour la plaine de jeu, pour la ferme de Haut. Il appelle ça la pleine aventure. Nous n'allons pas en parler. Il n'est pas allé voir les autres listes parce que nous l'avons averti, que si il exposait à qui que ce soit, les listes opposantes allaient reprendre des éléments de son projet sans reprendre la globalité. Mais c'est son projet dans la globalité qui va faire de cet endroit le meilleur écran de verdure de la métropole illoise. Ce sera un projet qui engloberait la ferme de Haut et la plaine de jeu. Voilà, nous l'avons aidé à monter son blog, il va bientôt sortir, il va être proposé à toutes les listes et toutes les listes vont y adhérer. On aurait pu récupérer le projet, on ne l'a pas fait, ce n'était pas notre but, c'était son travail, il avait énormément travaillé là-dessus, on n'allait pas le récupérer. On l'a juste aidé, en plus de tout le travail qu'on avait déjà à faire, on l'a aidé à monter son blog, on l'a aidé à la mise en page, on ne l'a pas aidé dans le fond, mais on l'a aidé dans la forme. Et aujourd'hui, il va être présenté très prochainement et j'espère que toutes les listes vont adhérer à ce projet, ne serait-ce que pour les habitants de Ouascal. D'accord. Merci. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une journée où l'on ne parle pas de l'immigration massive en Europe. Sur Ouascal, une famille de Roms avait été accueillie sous la municipalité de M. Vignoble. Celle-ci a été expulsée cette année après la trêve hivernale. Qu'en pensez-vous, d'une part, et qu'auriez-vous fait à la place de la municipalité en place? Qu'auriez-vous fait à la place de la municipalité en place? Alors, d'abord, c'est une mise en point importante. On parle de famille de Roms, donc c'est d'abord un drame humain, humanitaire. Ce sont d'abord des personnes, et moi j'insiste sur cette dimension-là. Un premier élément aussi, j'insiste sur la notion de compétence. Nous briguons, on va dire, la direction des affaires municipales. Malheureusement, vous le savez sans doute, cette question ne concerne pas les compétences de la municipalité. Ça concerne la MEL, la métropole en fait. Et c'est à la MEL de trouver une solution, car la mairie... Celui qui vous dira le contraire, c'est pas vrai. La mairie n'a pas de levier d'action sur cette dimension-là. Donc, évidemment, si nous avons la chance d'avoir des conseillers communautaires, donc d'être élus au Ouascal, nous trouverons et nous participerons à une solution digne pour ces gens. Je rappelle que la loi qui a été votée par le gouvernement en place, c'est la disparition de ces camps et une obligation de relogement. Pour nous, il paraît logique qu'à Ouascal soit appliquée la loi. Mais cette loi, nous ne pouvons pas l'appliquer, ce n'est pas notre compétence. Donc, nous travaillerons à la communauté pour l'application de la loi, ça nous paraît logique. Dans l'intervalle, on va évidemment travailler sur cette dimension. Les seuls leviers d'action de la mairie sur cette dimension-là, c'est résoudre des questions d'insalubrité.
C'est-à-dire travailler pour que, dans l'intervalle d'une solution, on va dire, juste, eh bien, leur cadre de vie soit amélioré. Un truc tout bête qui pourrait être mis en place, c'est que par le dialogue, une nouvelle fois, avec ces familles, eh bien, on puisse organiser un ramassage d'ordures. Ça paraît peut-être quelque chose de minuscule pour chaque Ouascalien, mais peut-être que déjà pour ces familles, ça pourrait évidemment les aider. Donc ça sera en tout cas notre levier d'action. Dès que nous avons un levier d'action, nous allons évidemment l'utiliser. Mais par contre, il serait insensé de dire « nous avons une solution » alors que ce n'est pas la compétence de l'équipe municipale qui sera en place le 27 septembre. Alors en matière de sécurité, depuis plusieurs mois, on a vu différents articles de presse concernant les incivilités sur Ouascal. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. On a vu des titres, des gros titres de journaux, les tours infernales de l'heure du Golfe, les squats sortis de métro, les incendies au Vinage, etc. Les réactions de l'équipe municipale en place ont été de mettre en place justement des caméras, d'instaurer un arrêté anti-rassemblement et la possibilité pour le maire de faire des rappels à la loi. Pensez-vous que ces décisions soient les bonnes décisions? Sinon, quelles sont vos propositions? L'installation des caméras, les enveloppes sont encore cachetées à la mairie. Il n'y a pas eu d'installation de caméras. Effectivement, toujours pas de caméras. Est-ce que 15 caméras suffisent? Moi, je pense que si on met des caméras, il faut vraiment couvrir la ville. Aujourd'hui, est-ce qu'on en a les finances? Nous sommes, à Génération Ouascal, nous sommes contre la vidéosurveillance. Si caméra il y aura, ce sera de la vidéoprotection. Mais, parce qu'il y a toujours un mais ça se fera qu'en analysant les comptes. On ne peut pas, encore une fois, comme disait Vincent, faire des promesses que nous ne tiendrons pas. Aujourd'hui, on nous promet de la vidéoprotection, de la police municipale, d'une baisse d'impôts et un désengagement de l'État d'1,1 million. Alors justement, tout ce qui a été mis en place, l'arrêté La loi anti-rassemblement, anti-rassemblement. la possibilité de faire des rappels à la loi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est des La bonnes loi solutions ou pas? anti-rassemblement. Vous passez dans Ouascal? On passe dans Ouascal. Souvent. Souvent. Est-ce qu'il y a plus de 2 personnes au métro de l'hôtel de ville? Est-ce que ces gens-là, à un moment donné, sont rappelés à l'ordre? Non. Est-ce qu'en sortant du métro, vous n'avez pas le droit de parler? Donc pour vous, c'est pas mis en œuvre déjà. C'est ça que ça veut dire? C'est pas contrôlé. Et puis ça sert à rien. C'est pas mis en œuvre et en plus, je trouve que c'est une façon de gérer une ville. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous prenez une sanction à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne savent pas que faire de leur journée, donc ils vont traîner en pied des immeubles ou alors auprès du métro. Et donc les solutions qui sont proposées, c'est on va vous interdire de vous rassembler, vous les jeunes. Mais je ne comprends pas le concept. C'est qu'il y a un problème. La solution est à trouver à la base du problème, d'accord, pas à la fin. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est que si on veut vraiment ramener une tranquillité à Ouascal, ce ne sont pas des grandes promesses de caméras qui ne sont toujours pas installées. 15 caméras, apparemment c'est trop compliqué à mettre en place. Déjà c'est une première question en termes d'efficacité. Et puis deuxième élément, si on veut être efficace, c'est toujours des actions qui doivent être coordonnées. Ce n'est pas un élément qui va amener la tranquillité chez les Ouascaliens. Il faut d'abord lutter contre le désœuvrement, la médiation, des nouvelles activités qui soient éducatives, qui soient culturelles, qui soient sportives. C'est évidemment un axe fort. Protéger les Ouascaliens, c'est un deuxième. Prévenir les délits, c'est un troisième. Mais si vous en proposez une de mesure, elle ne sert seule à rien. Quand vous aurez, et j'espère que vous aurez rapidement l'envie de lire notre projet, eh bien, vous pourrez voir qu'à chaque fois que nous lançons une thématique, vous verrez que dans cette thématique, il y a toujours plusieurs mesures et que si on regarde de plus près ces mesures, elles se complètent systématiquement. Seules, on les sait inefficaces, elles ne fonctionnent qu'ensemble. Donc pour la tranquillité, c'est clair, c'est une politique totale qui va partir de l'aide, de l'insertion. Ça peut être, il y a plein de choses, honnêtement, on a beaucoup d'idées, donc il y a beaucoup de choses. Ce sera un projet pour redynamiser cette jeunesse, justement. Clairement. On la redynamise sur le plan culturel, mais on la redynamise aussi sur le terrain économique. C'est aussi leur donner une chance de s'insérer économiquement. Il y a des choses à faire. Il y a des choses qui sont très bien faites dans de nombreux centres sociaux. Moi, je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres la brochure de la Maison Nouvelle. On voit des choses qui sont très, très intéressantes sur l'aide au CV, etc., etc. Honnêtement, en préparant... Concrètement, est-ce que vous savez... Alors c'est bien, sur papier, on peut mettre ce qu'on veut. Justement, j'y viens. C'est que ce sont des initiatives qui sont intéressantes. Mais une nouvelle fois, trop ponctuelles, isolées, elles ne servent à rien. Si on veut... Quand on a fait cette brochure, on a cherché tout simplement, on parlait d'économie, on s'est dit il y a peut-être aussi des sources de financement extérieures
pour nous permettre de compenser la baisse d'intervention de l'État. Il y a ce qui s'appelle la politique de la ville, les crédits spécifiques de politique de la ville. Elles ne sont pas utilisées à Ouascal. Pourquoi? Je ne sais pas, en tout cas elles existent. Nous, on veut évidemment en bénéficier. Si vous bénéficiez des crédits politiques de la ville, vous avez des financements pour mettre en place de véritables ateliers. Vous parliez de formation tout à l'heure, avec des gens qui sont formés, qui pourront accompagner. Et nous, alors c'est une formulation que Génération Ouascal propose, c'est ce qu'on appelle le CAFé. Donc c'est un club d'action de formation à l'emploi. Où là, ce n'est pas juste un CV, c'est-à-dire qu'on va aider à l'insertion dans le marché du travail. Le CV, c'est important, la préparation à l'entretien, la formation pour pouvoir postuler évidemment à des emplois. Et bien tout ça, on cherchait tout à l'heure l'argent, c'est pas aux Ouaskaliens de le proposer puisqu'on a l'État qui propose ces crédits spécifiques. Donc ce sont des initiatives intéressantes que propose notamment la Maison Nouvelle et d'autres centres sociaux, mais si on arrive à les coordonner, à les financer, on va les rendre efficaces parce qu'on va pouvoir couvrir un vrai terrain d'action. Donc voilà ce que nous on veut proposer aussi pour insérer. Après, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est l'État qui classe telle ou telle ville en politique de la ville. Non. Alors justement, on a cherché, nous, dans notre projet, et on a bien vu qu'on pouvait bénéficier de ces crédits spécifiques sur de nombreux dispositifs. C'est-à-dire que... Ponctuellement. Alors, quand je dis ponctuellement, le mot ponctuel n'est pas forcément adapté, c'est-à-dire que quand vous montez un projet sur une ville, et qu'il répond, on va dire, à ces critères de politique de la ville, c'est-à-dire insertion, retour à l'emploi, eh bien, vous pouvez bénéficier de ce financement. Donc la mairie se charge de mettre en place la structure avec des structures existantes, centres sociaux ou des structures nouvelles, et puis l'État, lui, finance et participe à ce financement. Donc oui, c'est possible, avec peut-être moins d'argent à Ouascal, mais avec des sources de financement extérieures, on peut aussi faire des belles choses pour Ouascal. Allez-y. Mais justement, comment comptez-vous faire venir ces jeunes dans ces locaux? Moi, vas-y. Il y a un truc très simple, et on n'en a pas parlé ensemble depuis le début, mais Génération Ouascal, on l'a dit, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des hommes et des femmes et qui ont un projet sur la façon de gouverner la ville. C'est-à-dire, on veut le faire avec les habitants. Et il y a quelque chose qui a été créé par l'équipe précédente, qui, encore une fois, n'est resté que de l'affichage. Ce sont les fameux conseils de quartier. Moi aussi, dans la préparation, j'ai lu ce qui était fait par les uns les autres et j'ai regardé ce que c'était que ces conseils de quartier. On choisit des citoyens, qui choisit la mairie, on ne sait pas quand ça se réunit, ça n'a aucun sens. Le conseil de quartier, c'est un lieu d'échange. À Génération Ouascal, ce conseil de quartier, il va exister dans chaque quartier et il y aura libre participation. Vous parlez tout à l'heure des jeunes. Ces jeunes, on les a rencontrés dans le porte-à-porte. Ils ont des envies. Ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent leurs projets. Ils sont libres de participer au conseil de quartier. Et à partir de leurs propositions, eh bien, on pourra mettre en place, justement, adapter l'offre. Je parlais de la Maison Nouvelle. La Maison Nouvelle, il n'y a pas d'activité ou très peu. Il n'y a pas d'activité à part, je crois, la Zumba pour les plus de 12 ans. Voilà. Mais tout le monde ne fera pas. C'est ça aussi. Si Moi, on le problème des jeunes. on a rencontré. Moi, j'ai rencontré en porte-à-porte les jeunes justement ici à l'Orée du Golfe. Ils sont pas forcément en phase avec ce qui leur est proposé. Ils auraient envie, eux, qu'on les écoute. Et je pense que le travail doit être fait, encore une fois, c'est la remontée par les habitants, comme notre programme finalement. C'est-à-dire qu'on va écouter leurs attentes, on va écouter leurs envies, on va remonter ça en conseil de quartier, et une fois que tout ça sera entendu, on travaillera pour les contenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur proposer des activités qu'ils n'ont pas envie de faire. On va vraiment les écouter et on étudiera la faisabilité, bien évidemment, et on demandera l'aval ça sera soumis au conseil municipal, mais évidemment, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut retravailler à l'envers, c'est-à-dire entendre ce qu'ils veulent faire et répondre à leurs attentes. Et pas leur proposer, on leur a parlé du skatepark, il n'y a personne qui a envie d'aller faire du skateboard en plein milieu de la plaine de jeu, mettre du béton dans notre écran de verdure de Ouascal, il n'y a personne qui a envie de ça. Alors effectivement, vous parlez d'écouter les jeunes. Il existe actuellement le conseil municipal junior. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un conseil municipal de jeunes, justement ? C'est une idée qui est très intéressante, évidemment, et on l'a dit tout à l'heure, nous on prend toutes les bonnes idées. On est parti sur les conseils de quartier parce qu'on veut en faire des lieux de vie pour la population, ouverts à chacun. Des vrais lieux de vie. C'est-à-dire que, ça a été dit, mais un conseil de quartier doit être réuni au moins une fois par trimestre, tout le monde peut y participer, et l'engagement que nous prenons, c'est que tout ce qui sera discuté en conseil de quartier sera discuté au conseil municipal. Le principe, c'est pas de dire « exprimez-vous », pour vous faire plaisir,
Et puis les vraies décisions, celles des grands, ça sera un conseil municipal, ça sera privé. Nous, notre engagement, il est clair. C'est qu'on va à la rencontre des habitants dans les conseils de quartier, on invite tous les habitants, toute génération d'habitants à venir, on met en place des vraies commissions thématiques, là aussi avec les habitants, on tire des vrais bilans, et tout ça est proposé, discuté au conseil municipal. Après, votre idée, honnêtement, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément imaginé, je trouve ça très intéressant. Et si on peut le faire, bien évidemment. Et même lors des conseils municipaux, on se propose même de faire des questions par écrit auxquelles on répondra au conseil municipal. Une autre question ? Vous savez que l'âge pour accéder au banquier des aînés est passé de 60 à 70 ans, avec un tarif de participation revu à la hausse. Quelle sera votre position en tant que maire sur ce sujet ? Pour le banquet des aînés, il est évident que nous n'allons pas plafonner l'âge à 70 ans et que les gens à partir de 60 ans pourront y accéder. À côté de ça, on a des projets pour les aînés, des projets bien spécifiques. On a envie de lutter contre l'isolement. Quand on a fait du porte-à-porte, notamment une dame, je pense, rue de la Victoire, qui nous disait qu'elle était contente de recevoir le journal dans sa boîte aux lettres et de voir tout ce qui avait été proposé à la Wascal. Mais malheureusement, cette dame, elle ne peut pas y accéder parce qu'elle ne peut pas se déplacer, parce qu'elle n'en a pas les moyens. On pense qu'entre voisins, en sécurité, on parle de voisins vigilants, mais est-ce qu'elle n'a pas un voisin qui pourrait de temps en temps la véhiculer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mettre en place un système de déplacement pour que les aînés se retrouvent ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un forum pour que les aînés puissent trouver des activités ou pour qu'il y ait des choses qui se fassent ? Elles n'ont pas forcément envie d'être seules, mais elles n'ont pas les moyens, ces personnes-là. Et donc, on a vraiment envie de les réinsérer dans la vie de la ville. On a vraiment envie de leur redonner des relations avec les gens de leur âge et il ne faut vraiment pas les oublier. Bon, une toute dernière question, c'est la question de l'émission. Donc l'émission s'appelle Parole au peuple. Si vous deviez donner votre parole au peuple wascalien, quelle serait-elle ? C'est la question à laquelle je n'avais pas pensé. C'est une phrase, c'est quelques engagements, c'est... Une parole, donc voilà, un engagement. C'est le cœur. Chez Génération Wascal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas choisi d'être tête de liste, ça s'est fait en groupe. Tout a toujours été décidé en groupe. Nous sommes un groupe d'habitants pour les habitants. Je suis porte-parole de Génération Wascal et Génération Wascal est porte-parole des habitants. Je vais continuer à faire mes courses en vélo avec mon fils derrière sur le porte-bagages. On va continuer à faire marcher le commerce de proximité. Nos enfants sont à l'école. On fait fonctionner les associations. On a envie d'aider les commerçants, on a envie d'aider les associations. On a envie de mieux vivre et de mieux être à Wascal. Si les gens prennent conscience que nous sommes des habitants comme eux, comme vous, ils se reconnaîtront dans notre projet. Et je pense que tous ensemble, parce que ce n'est pas juste un groupe de 35 personnes qui va faire le changement dans Wascal, je pense que c'est les 20 000 habitants. Et si tous ensemble on y arrive, je pense qu'en très peu de temps, on peut rendre la ville plus agréable, plus belle et vraiment envie d'y vivre sereinement. Une gestion municipale transparente avec les habitants, pour les habitants. Tous ensemble, on peut agir pour ne plus subir et construire. Très bien, c'est noté. Merci à vous. Alors, pour faire entendre votre voix, et parce que nous sommes tous concernés par l'avenir de notre ville, n'oubliez pas d'aller voter les dimanches 20 et 27 septembre prochains. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, partager également les émissions sur les réseaux sociaux, également faire des commentaires sur ces émissions. Donc, n'hésitez pas. On vous dit à très bientôt. Au revoir.